Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Service Public. Je suis Reda Menassel et en compagnie de Hakim El Moussa derrière la vitre. J'aurai la lourde tâche de remplacer ma collègue Bedia Haddad que vous retrouverez très vite, on vous rassure. Aujourd'hui, l'Algérie lance une nouvelle rentrée de la formation professionnelle avec plus de 285 000 places pédagogiques annoncées à travers tout le pays. Alors derrière les chiffres, l'ambition affichée par les pouvoirs publics est claire. Il s'agit de rapprocher davantage la formation du marché de l'emploi, moderniser des filières parfois obsolètes et surtout offrir des pistes et des alternatives concrètes à des milliers de jeunes en échec scolaire ou voulant simplement gagner en compétences ou changer de carrière. Mais au-delà de ces annonces officielles, cette rentrée doit aussi nous interroger sur l'efficacité réelle de ces dispositifs mis en place, sur leur adéquation avec les besoins économiques et surtout sur la capacité de ce dispositif à suivre les mutations rapides du monde du travail. Pour en parler, autour de la table, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Hind Benradem, qui est présidente du CITEM, serial entrepreneur dans divers secteurs technologiques. Bonjour Hind. Bonjour. On a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Hakim Belkadi, directeur général d'Achat Group Algéria, spécialiste en formation et accompagnement des projets de digitalisation. Bonjour Reda. Merci beaucoup d'être avec nous, Hakim. On a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Anis Hattoum, qui nous vient de l'autre côté de la mer. Il est financier chercheur au CNRS, s'il vous plaît, et formateur de formateurs. Bonjour, chers auditeurs. Et enfin, et non des moindres, il arrive en retard comme toujours. Il s'agit de Monsieur Omar Ali Yahya, pionnier du e-learning en Algérie, spécialiste en formation et accompagnement des projets de digitalisation. Et il travaille aussi auprès de la direction de la formation professionnelle d'Alger. Bonjour Omar. Bonjour à toutes et à tous. Alors, messieurs, dames, balle au centre, on commence par une question générale. La formation professionnelle répond-elle réellement aux besoins du marché de l'emploi en Algérie ou existe-t-il encore un décalage entre les filières proposées et la réalité économique? Je donne la parole à Hind. Bonjour chers auditeurs, merci Reda de parler d'un sujet qui aujourd'hui est extrêmement essentiel. Et je sais que ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur parce qu'on parle aujourd'hui de compétences et que sur le marché de l'emploi, on a du mal à recruter certains profils. Maintenant, en termes de formation professionnelle, tu as cité échec scolaire. Moi, je me dis que... Pas que, hein, pas que, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, les nouveaux métiers, etc. Après, parlons d'échec scolaire justement, on a vu que certaines personnalités réussissent mieux et pourtant ils sont autodidactes. Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise orientation depuis déjà les bancs de l'école, c'est-à-dire moi en tant qu'étudiante, personne n'est jamais venu me voir pour me demander ce que j'ai envie de devenir plus tard. Donc il y a un souci d'orientation. Maintenant en termes de ce qui existe sur le marché en termes de formation professionnelle, nous par exemple les entreprises, on n'a jamais été prospectés par des écoles par exemple. Donc je pense qu'il y a un manque de vulgarisation des modules qui existent au sein de différentes écoles aujourd'hui sur le marché. Omar. En fait, là, ce que nous voyons actuellement, on est en train de voir un réel bouleversement. Donc, il y a tout un changement de paradigme qui va justement vers la modernisation des programmes de formation, notamment sur tout ce qui est IT, intelligence artificielle. Donc, d'ailleurs, tu étais jury il y a quelques mois lors des Olympiades de Warren pour Exactement. la filière cybersécurité. Exactement. Voilà. Et nous sommes en train de voir naître des spécialités qui n'existaient vraiment pas dans le secteur de la formation professionnelle. Et justement, l'idée, c'est de répondre à ce besoin parce que un ingénieur en informatique, par exemple, un ingénieur développeur n'est pas censé faire du code. Un technicien supérieur qui est codeur, c'est lui qui est censé écrire du code pour l'architecte qui est l'ingénieur. Donc il faut une réflexion sur cette nouvelle répartition des tâches. Exactement. Donc c'est tout ça qui est en train d'être mis en place, notamment tout ce qui est développement, intelligence artificielle, métaverse, développeurs full stack, réseaux sociaux, intelligence artificielle, tout ce qui est prompting. Donc on est en train de vivre vraiment un vrai changement de vision et une adaptation et une mise à jour de tous les programmes qui existent pour justement répondre aux problématiques des entreprises. Il y a aussi toute la partie digitalisation, donc que le ministère met au service des écoles et des entreprises. Là, nous avons par exemple une plateforme qui permet aux entreprises de mettre leurs offres de stage et c'est les stagiaires qui vont consulter ces annonces-là et postuler pour avoir des stages. Ça c'est une excellente nouvelle. Exactement. Hakim. Écoutez, Reda,
En fait, on assiste à une révolution. Ah, carrément, soyons révolution. clairs. Oui, c'est une révolution. En fait, il y a eu la révolution industrielle et ça a changé notre façon de produire, etc. Et aujourd'hui, on a une révolution digitale. Et cette révolution digitale, c'est qu'il y a un bouleversement énorme qui se fait à tous les niveaux, et notamment au niveau de la formation. Donc il y a des nouveaux métiers qui sont là. Donc il faut et les cycles sont beaucoup plus courts, c'est-à-dire certes on doit s'adapter. Si on ne s'adapte pas, on reste sur la touche. Et au niveau des formations, comme vient de le dire Omar, il y a plein de métiers qui sont là. L'IA, les formations techniques qu'on voit apparaître, les prompt engineers, ça n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, c'est savoir parler à la machine. Et c'est un métier volatile parce que ce métier-là va disparaître dans quelques temps aussi avec l'évolution justement numérique et avec l'évolution de l'IA. Aujourd'hui, on doit s'adapter très rapidement, mais on doit aussi, on est plus proche du marché économique, donc des demandes des entreprises. En général, on doit s'adapter en tant qu'entreprise privée beaucoup plus rapidement qu'une école de formation traditionnelle publique, parce que on travaille sur l'offre et la demande. Et quand on voit une demande spécifique par rapport à des formations, on doit s'adapter très rapidement, développer du contenu, faire de l'ingénierie pédagogique pour pouvoir justement répondre au mieux. Alors cette souplesse est tout à fait envisageable et jouable pour quelqu'un comme toi qui travaille dans le privé, qui a ce bagage et qui peut faire preuve d'agilité dans le sens informatique du terme. Ce n'est pas souvent le cas pour de grosses infrastructures, de formations professionnelles qui dépendent parfois de comités pédagogiques, qui sont lourds à mettre en place, avec de la bureaucratie, etc. Donc comment accélérer le process d'après toi? Je pense déjà qu'il faut revoir notre façon de toute l'organisation, toute la partie processing, il faut la revoir. Il faut avoir des cycles beaucoup plus courts de décision pour pouvoir justement s'adapter très rapidement à l'environnement de formation. Alors je vais expliciter ma question pour que ce soit très clair. Je parlais tout à l'heure des Olympiades d'Oran, voilà, qui est un très bel événement. C'est pas de la langue de bois, mais c'est vraiment en matière d'organisation, en matière d'énergie positive, de contenu, rien à y redire. Par contre, et on s'y était vu, Omar en avait parlé de ça, il y avait une espèce de décalage entre certaines normes internationales, certaines manières d'aborder certains métiers, comme la mécatronique, etc., qui ne correspondaient pas à la manière dont c'était enseigné en Algérie. Donc il y avait un véritable gap entre ce qui se fait ailleurs et ce qu'on enseigne dans certains centres de formation. Le sens de ma question, c'était comment moderniser tout ce dispositif? Comment le moderniser? Au fait, déjà être le plus proche du secteur économique, du secteur économique. Bien sentir, il faut bien sentir. Il faut avoir une réflexion business d'abord. Il faut se dire que la formation professionnelle c'est un support pour le tissu économique. Donc, si on a cette réflexion-là, c'est qu'on doit s'adapter très rapidement. Avoir les technologies qui vont arriver, on ne peut pas choisir des formations engageantes pour l'ensemble d'un secteur de formation et dire ok. On doit on doit être beaucoup plus précis sur nos choix de formation à l'avenir. À titre d'exemple, en Europe, ils ont eu ces problématiques-là de choix de formation parce qu'ils grâce ou à cause du Covid aussi, il y avait des problématiques de pénurie de compétences IT. Il y a quelques années, ils ont décidé d'aller vers, par exemple, la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle a permis justement d'absorber un certain nombre d'employés d'autres secteurs et d'autres compétences dans le domaine IT. Il faut savoir, et ça je donne toujours ce chiffre à titre d'exemple, c'est que 59% des IT en Europe sont issus de la reconversion professionnelle. C'est des gens qui n'étaient pas dans le domaine IT au préalable. C'est qu'ils étaient au départ des ingénieurs, des architectes, ça aurait pu, en général c'est des bons matheux. Donc on peut faire des cycles courts de formation de 6 à une année bien spécifique sur des domaines précis et derrière on les installe par rapport à une demande précise. Et tout ça pourra se faire si on rapproche le tissu économique, les acteurs économiques avec
la formation professionnelle. Ça, je pense que c'est le noyau de l'action qu'on doit mener aujourd'hui. Pour terminer ce tour de table, on donne la parole à monsieur Anis Hattoum. Alors Anis, avant de comprendre le fond de ta pensée, Oui. ce serait bien d'expliquer d'abord à nos auditeurs ton parcours de manière très très résumée pour qu'on comprenne qui parle et pourquoi. Oui, bonjour chers auditeurs. Donc, 20 années, mes 20 premières années, je les ai passées en Algérie. J'ai été formé par l'école algérienne, de l'école primaire jusqu'au parcours universitaire en sciences économiques à Kharouba, spécialité sciences financières. Puis un Master 1 et Master 2 à l'Université de Paris 10 Nanterre, DEA en monnaie, banque et finance, et puis actuellement donc aussi à la recherche au CNRS dans le domaine économie, monnaie, banque et finance. Donc ma volonté a été de venir maintenant en Algérie, créer une institution, une école qui s'appelle le NIEF, l'école El Najah, international élite formation, En partenariat avec le ministère de la Formation. en partenariat avec le ministère de la Formation professionnelle. D'ailleurs, je tiens à saluer les équipes de Nassima Al-Hab, la ministre de l'Enseignement professionnel, Monsieur Bouchetara, son secrétaire général, Monsieur Nessib, le directeur central, et ses équipes, Madame Alouesh et Madame Bourouis, pour le travail qui a été effectué et pour l'amélioration des contenus pédagogiques qui vont être effectués grâce à la diaspora algérienne, puisqu'au sein de l'ENIEF, on a recensé donc 360 chercheurs et professeurs établis à l'étranger de notre diaspora algérienne. Qui sont disponibles à qui mettre sont leurs compétences disponibles au service tout à fait de l'Algérie. Exactement, dans l'esprit fi khidmat al-watan wal muwatanin et pour l'enseignement professionnel. Donc l'objectif, c'est d'améliorer les contenus, d'apporter une pierre à l'édifice, puisque l'édifice est établi, ajouter donc une pierre afin d'apporter du contenu pédagogique aux formations existantes. Il est à noter qu'on observe ça de l'étranger avec beaucoup d'attention, la diaspora algérienne dans le domaine de la formation. On a vu les évolutions qui ont été faites sur des formations en adéquation avec le marché du travail en Algérie. Notamment, on parle d'une formation sur la cybersécurité, l'IA qui se développe, et c'est une très bonne initiative afin que on ne forme pas des apprenants ou des étudiants, même s'ils sont en alternance, pour être des futurs chômeurs, mais bien trouver un emploi, ce qui est la destinée de la formation et le rôle de la formation professionnelle en Algérie. Omar Ali, à toi qui fais des allers-retours justement fréquents entre l'Algérie et l'Hexagone, quel serait le rôle, l'apport justement de cette diaspora? L'apport de la diaspora, c'est un apport vraiment précieux parce qu'une accumulation d'expertise dans des marchés qui ont su, on va dire, évoluer très rapidement, devenir matures, être compétitifs, technologiquement parlant, du côté savoir, du côté... Donc, bien sûr, c'est un apport très très important. Mais cet apport-là ne va pas être vraiment suffisant à 100%. Ah, mais clairement. Sans la connaissance du terrain. Par exemple, quand on prend un expert qui est à l'international, on va dire depuis 20-30 ans, qui a un mindset spécifique, qui a connu une Algérie et 30 ans après, c'est une autre Algérie qui existe. Donc, non, Anis a l'humilité nécessaire pour bien comprendre qu'il faut du temps et beaucoup de psychologie. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un travail, on va dire, c'est un travail de complémentarité. Il y a certains secteurs de pointe vraiment qui nécessitent de l'expertise internationale. Après, il y a la connaissance du marché. Maintenant, quand on voit par exemple l'orientation de la formation professionnelle, de la stratégie de la formation professionnelle. Là, il y a les 3 derniers jours, la formation professionnelle le fameux hackathon auquel tu as participé. Est-ce qu'on peut en savoir plus pour nos auditeurs? Ils ont organisé un hackathon justement. Il y avait 25 équipes, plus de 120 participants dans plusieurs domaines. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est au lieu de former des stagiaires pour trouver des emplois seulement, on les forme aussi à devenir entrepreneurs. Parce que être entrepreneur, c'est beaucoup plus valorisant et en même temps, ça réduit non seulement le chômage parce que la personne va se créer son propre emploi à lui, mais en plus, il pourra recruter d'autres personnes qui vont non seulement recruter d'autres personnes, mais en plus apprendre aux stagiaires de la formation professionnelle déjà de travailler en groupe, de travailler en équipe, de créer des projets. C'est un skill, ça. Exactement. C'est justement, hier, on parlait des soft skills qui vont être intégrés dans tous les parcours de formation professionnelle parce que c'est un vrai besoin. Communiquer, parler en public, réfléchir, analyser. Donc tout ça, c'est des skills nécessaires.
vraiment nécessaire pour pouvoir justement soit aller de façon mature vers des emplois quand même assez valorisants, ou aller vers le parcours de l'entrepreneuriat qui va être aussi très intéressant. Je vous propose de faire une courte pause et de revenir juste après. Et il est 10h23 sur les ondes de radio Alger Chien 3. Non, ce n'est pas Badia Haddad, mais Reda Benassel qui la remplace pour une journée. Nous sommes en train de parler de formation professionnelle avec nos invités Hind Benranem, Omar Ali Yahya, Hakim Belqadi et Monsieur Anis Hatoub, qui voulaient répondre justement aux propos de Monsieur Omar Ali Yahya. Oui, je souhaitais rebondir sur ce que disait Omar à l'instant, à nos chers auditeurs. C'est la participation en fait de la diaspora algérienne établie à l'étranger pour venir en fait en appui pédagogique sur des contenus de formation aux côtés donc du ministère de l'enseignement professionnel. Donc j'en ai discuté avec Monsieur Nessib, le directeur central au ministère, à savoir la participation de cette diaspora pour apporter une pierre à l'édifice existant et du contenu compatible avec les normes internationales, avec les actualités, avec ce qui se fait à l'étranger, pour venir en apport supplémentaire et construire surtout des contenus pédagogiques qui soient forts de sens. Parce que moi je trouve formidable d'avoir un apprenant à Guet-Constantine, mon quartier, et avoir un enseignant du CNRS par exemple. Je trouve ça juste génial. Voilà. Oui, voilà entre autres. Donc ces professeurs et chercheurs se rendent disponibles en fait auprès du ministère afin d'apporter leur expérience, leur expertise sur différents domaines, sur différents sujets. Et tu as réussi à créer ce réseau de professionnels qui veulent jouer le jeu. Oui. Tout à fait. Ça demande du travail. Ça a demandé du travail de mobiliser en fait cette matière grise qui est à l'étranger pour pouvoir justement avoir des apports concrets auprès du ministère. Il s'agit là de contribuer lors de l'élaboration des contenus pédagogiques pour des formations à avoir quelque chose de bon pour nos apprenants. Omar, es-tu convaincu ? Bien sûr, en fait, ça c'est un projet vraiment ambitieux et c'est un projet vraiment nécessaire parce que la matière grise que nous avons à l'international qui bénéficie à d'autres et pas à notre pays, on va dire c'est une perte énorme. Donc fédérer toutes ces énergies là, c'est très très intéressant. On a point des énergies locales. Bien exactement. En fait, les énergies locales, elles peuvent générer les besoins, connaître la façon de travailler des Algériens, donc connaître le marché algérien, le mindset aussi. Oui. Le mindset qui a quand même énormément de spécifications par rapport à des marchés internationaux, mais avoir tout ce qui est normes internationales, expertise à très haut niveau et tout, franchement, ça c'est une initiative extraordinaire. Eh ben voilà, vous êtes d'accord au final. Bien sûr qu'on est d'accord. C'est l'objectif. Nous souhaitons vraiment participer lors des réunions pédagogiques au sein du ministère de l'enseignement professionnel. Quand on élabore en fait un programme sur une thématique de formation, il est essentiel de travailler tous ensemble autour d'une table ronde. Effectivement, il y a une connaissance du marché intérieur de la formation et des besoins des entreprises installées en Algérie. Il y a des entreprises effectivement de droit algérien, mais aussi des entreprises de droit étranger qui viennent s'installer en Algérie et qui ont besoin de contenu pédagogique et d'un professionnalisme qui répond à la fois aux normes nationales, mais aussi aux normes internationales. Très bien. Hind avait une question. Alors, très bien. Enfin, c'est plutôt une remarque. Donc, c'est vrai que là, je suis en compagnie de mes confrères, mais aussi de mes amis. Cependant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce débat. Parce que ce soit sur ce plateau ou ailleurs, quand on Alors, parle... c'est la chef d'entreprise qui parle. Voilà. Quand on parle d'initiatives liées à la formation professionnelle, on a tendance qu'il y a une orientation plutôt numérique, digitale. Or, le mal aujourd'hui est plus profond. C'est-à-dire que nous, on a besoin de connaître sur le marché qu'est-ce qui existe comme formation, par exemple lié au secrétariat, à la comptabilité, au juridique, à la gestion des stocks, aux techniciens de surface, au paramédical, etc. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un manque en compétences. Donc aujourd'hui, on a besoin de votre savoir-faire, c'est-à-dire l'apport du numérique et des nouvelles technologies, c'est dans les méthodes d'apprentissage pour aller plus vite, pour une mise à jour des profils RH aujourd'hui, et pourquoi pas aussi une obligation réglementaire, c'est-à-dire qu'il y ait une réglementation à plus haut niveau pour obliger les entreprises à dégager un budget en formation. Elle existe déjà dans Palpant. Mais on s'en sert pas. Voilà, moi, en tant qu'entreprise, personne ne m'a jamais tapé sur les mains parce que probablement je ne forme pas assez les équipes qui déjà aujourd'hui sont très faibles en termes d'effectifs. Donc voilà un peu notre Hakim Belqadi souci. pour cette question épineuse.
Comme elle vient de le dire, c'est plutôt une remarque pertinente. En fait, il y a tout un changement de mindset qu'il faut établir, que ce soit pour les entreprises aussi. Les entreprises économiques, on travaille énormément avec les entreprises économiques et on les accompagne. La problématique, c'est que définir le besoin est très important. Quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut réellement, quels sont nos objectifs, parce qu'aujourd'hui, tout est lié. Un secteur économique, quand on arrive sur le marché, c'est qu'on va se dire, OK, on a des objectifs entreprises, et ces objectifs entreprises, pour atteindre ces objectifs-là, on doit justement mettre les moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc c'est quantifié. C'est quantifié, etc. On sait où on va. Voilà, on sait où on va. Quand on sait où on va, on sait quelle est la ressource qu'il faut former, qu'il faut accompagner justement pour atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, toute cette réflexion n'est pas menée au sein des entreprises. C'est qu'on forme pour former, on bénéficie bien sûr des 1% de la formation professionnelle, donc à la fin de l'année, on va faire des formations non structurantes pour l'entreprise déjà, et non structurantes pour la personne qui travaille pour l'entreprise et qui n'est pas motivante aussi. Et cette problématique-là, elle est profonde parce que on doit avoir cette réflexion de dire de quoi on a besoin au sein de l'entreprise, mais aussi dans tout l'écosystème de formation. Et cette réflexion, ce feedback, qui doit le faire au final ? En fait, aujourd'hui, il y a des initiatives qu'on est en train de mener. Justement, Omar, peut-être qu'on pourrait parler on s'organise l'Alliance. L'Alliance, exactement. On a créé. Sera officialisé dans quelques semaines. Voilà, mais en primeur, on va vous donner on a créé un groupement de formation professionnelle, justement pour des entreprises de formation professionnelle, justement pour mener cette réflexion-là, pour organiser le secteur et pour dire et pour aussi. Ça va être un gain, mais de la formation. Ça va être un gain de la formation professionnelle. C'est bien de le faire avec, par exemple, les universités, les centres de formation, parce qu'en fait, on veut lier l'étudiant avec le monde professionnel. Effectivement. Aujourd'hui, nous, acteurs économiques, parce qu'on est aussi des acteurs économiques, parce que derrière, on a aussi un souci de rentabilité. C'est un business, c'est un business, effectivement. Il faut pas. C'est pas honteux de le dire. C'est pas honteux de le dire. C'est un business, mais un business avec un certain nombre de règles, d'éthique, parce qu'aujourd'hui, l'éthique est très importante. On ne peut pas être école de formation si on n'a pas le savoir-faire nécessaire, mais aussi on ne peut pas être formateur si on n'a pas aussi l'expertise nécessaire. Alors ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Parler en fin d'émission, parce qu'il y a aussi beaucoup de dérapages dans le secteur, etc. Tout le monde se prétend formateur sans avoir les qualifications pour. Ça, on va laisser ça pour la fin. Donc justement, c'est que cette réflexion-là, cette réflexion est menée justement avec l'ensemble des acteurs économiques de la formation professionnelle et aussi avec le ministère, qu'on remercie Madame la ministre parce que on a des rencontres mensuelles avec elle justement pour remonter un certain nombre d'informations. Là aujourd'hui, il y a réellement ça bouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a une réelle interaction avec le ministère, une forte interaction avec le ministère qui nous permet justement d'exprimer un certain nombre de doléances sur le terrain et elle est tout à fait ouverte par rapport à ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir organiser ce secteur-là. Je rebondis un peu sur la question de Hind. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Ça fait 1 an qu'on a commencé à travailler sur ce genre de problématique. Nous voyons l'implication déjà des acteurs économiques, consommateurs de profil RH, qui s'impliquent vraiment dans l'élaboration des programmes de la formation professionnelle. Notre groupement avec nos membres écoles privées qui ont une certaine agilité et une certaine qualité de programme, donc ils n'hésitent pas aussi à contribuer dans le secteur de la formation professionnelle pour apporter les correctifs nécessaires afin de mettre à niveau les programmes, et c'est dans tous les domaines, pas que dans le IT. C'est ça, voilà. Comme vous savez, la nomenclature des formations va se transformer en référentiel.
déjà on aura beaucoup plus d'agilité pour pouvoir mettre à jour, ajouter du contenu en plus qu'on juge nécessaire. Donc c'est pas une nomenclature fixe si t'as pas ce Et vous code. avez une deadline ou... Ben justement, c'est des chantiers qui sont en cours depuis l'année passée, donc il y a énormément de choses qui ont changé. Mais est-ce que vous n'avez pas, par exemple, raté une étape? C'est d'abord la sensibilisation des jeunes Algériens aujourd'hui. Je te promets, moi, quand je reçois les CV et de quelle manière ils sont envoyés et rédigés, je me dis qu'il y a un travail de fond. C'est-à-dire que... Va au fond de ta pensée, qu'on comprenne. Moi, quand j'étais étudiante, c'est-à-dire même sortie d'université, je savais rédiger une lettre, je savais envoyer un mail. Je te prie de me croire, Reda, et je n'arrête pas de le dire, que je reçois des demandes de candidature avec, dans l'objet, là, tu as vu le champ où on met l'objet? Ouais. Salam madame. C'est-à-dire que là, il y a un travail de fond à faire et ça me... Je suis triste de le dire et de le raconter ainsi. Je pense pas, mais il suffirait d'une après-midi pour expliquer le B.A.B.A. C'est-à-dire que ça doit se faire. Mais ça doit se faire, effectivement. Omar l'a dit tout à l'heure, justement, c'est toute la partie soft skills. Oui. En fait, moi ce que c'est mon cheval de bataille, en disant que de toutes les façons, nous formons de bons généralistes, mais de mauvais experts. Exactement. Ah, c'est une très jolie formule. Ouais, et c'est exactement la formule que je voulais transmettre. C'est que en réalité, en fait, la connaissance, c'est quoi? En fait, la connaissance, c'est l'expérience, en réalité. Einstein l'avait dit, hein. La connaissance, c'est l'expérience. Mais aujourd'hui, nous, que ça soit à l'université ou que ça soit dans les écoles, on n'a pas la pratique. On reste théorique. On est beaucoup théorique, mais pas du tout praticien. Oui, mais même dans la théorie, il y a des basiques. C'est-à-dire que, je sais pas, il est vrai que ça dépend aussi de l'ambition de chaque personne, de chaque étudiant, mais en termes de compétences. Oui. Et là, et là, on parle justement de contenu. Quand on parle de contenu, généralement, les soft skills doivent faire partie justement de la formation. Ouais. Comment parler en public, comme on l'a dit, comment rédiger un courrier, comment réfléchir, comment interagir, l'intelligence émotionnelle, comment interagir avec des collègues, comment interagir dans le monde du travail. Tout ça, on nous l'a pas appris. En fait, nous, en tant que justement école de formation privée, on a ce type de formation. On essaie de sensibiliser, que ce soit le secteur public ou les acteurs économiques, on essaye de les sensibiliser en leur disant, écoutez, de toutes les façons, les hard skills ne suffisent pas, il faut aussi des soft skills. Exactement. Pour accompagner les apprenants. Quoi. Anis Hatoum. Je vais faire part de mon expérience à l'étranger, notamment en Europe. En fait, on appuie sur l'utilité réelle du mode de l'enseignement professionnel dans le cadre de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand je discutais par exemple avec M. Nessib, le directeur central au ministère de l'enseignement professionnel, il y a des dispositifs de formation de type 15 jours au sein de l'école et 15 jours au sein de l'entreprise. Donc l'apprentissage, il y a cette immersion professionnelle. Oui, il y a cette immersion professionnelle. On en entend parler tout à l'heure avec le site internet sur lequel le site du ministère de l'enseignement professionnel sur lequel vous avez une application qui vous permet de trouver des stages, mais aussi de trouver des contrats. C'est la plateforme TechWin. Exactement. C'est l'application TechWin et qui permet en fait aux apprenants intégrés au sein des instituts de formation professionnelle à trouver des contrats avec les entreprises privées ou publiques pour de l'alternance. Ça, c'est très essentiel à mon avis, justement. C'est pour mettre en fait les apprenants en situation réelle d'apprentissage, voir ce qui se passe dans le terrain et apprendre aux côtés de personnes qui savent faire. Mais qu'est-ce qui motiverait justement les entreprises algériennes à prendre c'est pas des stagiaires, ces apprenants pour une période de 15 jours? Oui, alors en parlant avec M. Nessib au ministère de l'enseignement professionnel, il existe aussi des dispositifs fiscaux en faveur des entreprises qui permettent justement de sensibiliser les entreprises à prendre des apprenants. Mais cela, en fait, dans ma discussion, il a été notifié que les entreprises ne sont pas assez au fait du dispositif d'apprentissage, alors qu'il est crucial pour faire monter en compétence les apprenants en expérience professionnelle. On peut parler aussi, on peut laisser la parole aussi à Omar, concernant le dispositif du 1% consacré à la formation.
pour les entreprises afin d'assurer la formation continue des salariés des entreprises privées notamment. Je laisse la parole à Omar. Exactement, en fait, il y a 1% pour la taxe, c'est la taxe formation, et 1% pour l'apprentissage. Mais rarement appliqué, encore une fois. Rarement appliqué pour les raisons Que nous avons évoquées en début d'émission. que Hind a évoqué tout à l'heure. Et justement, c'est pour ça que actuellement, ce qui est en train d'être fait, c'est l'intégration des soft skills dans tous les parcours, peu importe secrétariat, menuiserie, Un chef cuisinier, un vendeur au magasin. Vous voyez, donc du coup, c'est des chantiers qui sont en cours, qui avancent très bien. Et alors, il y a un système dans l'Hexagone que moi j'admire depuis pas mal d'années, c'est le système des compagnonnages. C'est-à-dire, une fois qu'on termine son apprentissage de menuiserie, de pâtisserie, etc., on fait une espèce de tour du pays en restant un mois chez tel artisan, un autre mois dans une autre ville, etc. Et une fois qu'on boucle son tour, on a son grade de compagnon de tel métier, etc. etc. Oui. C'est un système qui serait formidable. Oui, je peux ça en permet témoigner, d'ouvrir des chakras, ça permet de connaître le pays, de connaître les mentalités, et surtout d'acquérir une expérience. Et bien, un esprit Hakim. Ce dispositif de compagnonnage, effectivement, existe en Europe. Notamment depuis le Moyen-Âge, dans le cadre de la réhabilitation, notamment des monuments historiques. Je parle par exemple des palais. On a de magnifiques palais en Algérie qui nécessitent de la réhabilitation. Je suis allé il y a 3 mois à Constantine pour visiter le palais du Bey d'Arsantena. Et là, j'ai été surpris d'apprendre qu'on a fait appel à de la compétence espagnole, notamment en Andalousie, pour venir, par exemple, réhabiliter le palais des Bey à Constantine. Or, avec ce dispositif de compagnonnage, nous pouvons effectivement former la jeunesse algérienne à pouvoir réhabiliter des monuments historiques avec une expertise locale. Hakim. En fait, on a parlé tout à l'heure des 1%, des 1% de la formation qui a été justement dilué au sein des entreprises. C'est-à-dire aujourd'hui, les 1%, c'est les entreprises qui justement font des formations au sein de l'entreprise, pour leurs employés. Des formations juste pour la forme. C'est juste pour la forme. Donc il y a un aspect organisationnel, donc au niveau de l'entreprise, donc définir le besoin, mais aussi, à mon sens, les 1%, et si on voit ailleurs, en général, la formation est pilotée par le ministère. C'est-à-dire, c'est une stratégie globale et nationale. Et cette formation-là, les budgets vont directement au niveau de la formation professionnelle, donc le ministère. Au profit des écoles justement, en fait, en réalité, on fait un cycle inverse. C'est que le budget, il est au niveau de la formation professionnelle. Et justement, il y a des entreprises, que ce soit privé ou public, qui sont habilités justement à former. Et pas à travers ça, c'est le ministère qui paye ces écoles-là pour former par rapport à un besoin national. Comme vos instituts qui sont agréés. C'est agréé, exactement. Mais c'est le ministère qui va faire ce qu'on appelle le travail inverse, c'est dire, OK, on a des besoins au niveau national, en plomberie, en cybersécurité. Donc, en fait, c'est le ministère qui doit piloter justement les besoins par rapport à un besoin national et de futurs besoins. On fait une petite pause, la dernière, et on revient pour la dernière ligne droite de service public. Avec Monsieur Hakim Bakati. Oui, on parlait tout à l'heure des 1% par rapport au ciblage justement des formations. Et aujourd'hui, clairement, on a laissé les 1% au niveau des entreprises, mais ça ne répond pas forcément justement aux besoins nationaux de formation. Non, mais clairement. Professionnel. Ou c'est des formations, comme on a dit, fantoches, c'est des formations fantoches, c'est gris comptable pour des objectifs justement comptables. Mais aujourd'hui, et ça pourrait être une proposition parce que ça a été déjà fait ailleurs, c'est que les 1% doivent être récupérés par justement la formation professionnelle, le ministère ou un organisme du ministère. Aujourd'hui, ce sont les impôts. Une espèce d'écho. Voilà, qui centralise justement ce budget-là. Et avec ce budget-là, justement,
justement, on pourrait cibler mieux les formations les reconversions professionnelles. Soit vous nous reversez cet argent pour qu'on le fasse nous. Voilà. C'est exactement ça. C'est pragmatique. C'est pragmatique, c'est les besoins nationaux de formation, et derrière, il y a tout un tissu d'écoles de formation, que ce soit privées ou publiques, justement, qui vont bénéficier de cette manne financière-là pour cibler les formations au niveau national. En réalité, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la plupart des formations à la fin de l'année, ça va tourner sur les langues, sur des choses pas forcément structurantes pour le pays. Mais si un organisme ou un ministère va prendre le relais sur ça avec un budget conséquent, on pourra justement avancer plus rapidement. Omar, que penses-tu de la proposition de notre ami Hakim? En fait, c'est vrai, il y avait un organisme justement qui faisait ça, qui était le FNAC. À un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc le FNAC, je pense qu'il n'existe plus ou qu'il ne remplit plus sa fonction d'avant. Mais l'idée de base était vraiment géniale, c'est-à-dire centraliser. Donc à l'époque, ce que le FNAC faisait, c'est de récupérer le 1% de taxes des entreprises qui ne forment pas. D'accord. Parce que le principe de la taxe, on a 1% de la masse salariale, soit on la reverse à des écoles agréées pour former son personnel, soit on prend la taxe de 1%, on la reverse au FNAC comme taxe. Et cette manne financière-là était destinée à financer de gros projets de formation. Il y avait vraiment, exactement, il y avait vraiment une réelle stratégie derrière. Malheureusement, à l'époque, c'était pas utilisé dans le sens où il était conçu, c'est-à-dire quand on a une grosse manne financière, généralement, et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, elle s'accumule, et au bout du compte, apparemment, ça a été récupéré par les impôts. Et actuellement, la taxe formation... C'est le moment de citer son RIB, je pense. Hein, voilà, exactement. Si exactement. Donc là, actuellement, ce qui se passe, c'est que la taxe formation va aux impôts au lieu d'aller à un organisme de la formation professionnelle qui pourrait aider à structurer justement des projets de grande envergure. Alors, moi, il me semble, à mon humble avis, qu'il faut agir aujourd'hui sur 3 principaux axes. Un, le gouvernement, et on salue encore une fois les efforts de Madame la Ministre et ses équipes, parce qu'on personne n'en disconvient autour Voilà, on ressent une effervescence et une dynamique en ce sens. 2, pour les demandeurs d'emploi, qu'ils essayent de parfaire un peu leurs compétences, parce que l'école ne nous apprend pas tout, donc il y a aussi cette ambition personnelle. 3, je proposerais par exemple les success stories qui partent vers les universités, les maisons de jeunes, etc., qu'ils aient un discours orienté vers cette tranche juvénile pour leur donner envie d'intégrer le monde du travail, mais de manière moderne. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est le déficit d'image de la formation professionnelle ces dernières années. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ça a été perçu comme une espèce de voie de garage pour ceux qui étaient en échec scolaire et qui n'avaient pas le choix. Mais depuis les Olympiades, je pense, il y a un petit côté cool. Ça devient in, en fait, d'adhérer à ce type de formation, et c'est tant mieux. Voilà. Et puis, ça va soulager la facture de l'État, parce que quand il s'agit de prendre des universitaires et qu'in fine, ils ont leurs diplômes qui sont pliés dans des tiroirs, je pense que là, il faut vraiment aller vers la formation pro. Hakim Belghati. Oui, en fait, pour revenir vers ce que Omar avait dit sur cette partie-là, sur la taxe, dans d'autres pays, par exemple, quand on perd son boulot, on est au chômage. On pleure. L'État, déjà on pleure, ça c'est clair, mais l'État justement va allouer un budget à cette personne-là pour soit se reconvertir, soit pour accélérer son process justement de recherche du travail. On va lui donner un budget, un cumul, ça peut être de 5 000, 6 000, 10 000 euros. En attendant son placement. En attendant son placement, pour se former sur des sujets qu'il souhaite justement aborder pour son cursus professionnel futur. Et ça n'existe pas ici chez nous. Aujourd'hui, on peut changer de métier à tout âge, et si on voit qu'il y a un métier qui n'existe plus, on peut changer, mais il faut que l'État justement accompagne ces gens-là pour changer leur métier. Alors il y a l'allocation chômage. L'allocation chômage. Oui,
Puis Anis Hatoum, pour la conclusion. J'aimerais aussi aller dans le sens de Hakim, donc la dernière nouvelle qui vient de tomber, ça c'est une initiative de Madame la ministre en personne. D'accord. Donc à un certain moment, l'allocation chômage était perdue quand le candidat partait en formation. Et C'est dit en termes diplomatiques. Beaucoup d'apprenants ne voulaient pas aller à la formation pour pouvoir bénéficier de cette Exactement. allocation chômage, il faut le dire. alors que C'est vrai. maintenant, depuis quelques semaines, le décret est tombé. Donc, pour ceux qui veulent aller se former, même en ayant leur allocation chômage, ils ne vont pas la perdre quand ils s'inscrivent à des Ah ben formations. voilà, plus d'excuses. Anis Hatoum. Oui, donc moi je vois trois axes aussi de travail. Donc c'est allouer les budgets effectivement du FNAC, on vient d'en parler, soit aux entreprises ou aux instituts, pour mettre en adéquation les moyens humains, matériels au service de la formation professionnelle sur tous les segments. Effectivement, on a parlé tout à l'heure des Olympiades d'Oran, donc avec World Skills, donc continuer effectivement la promotion des apprenants, l'élite, en quelque sorte, qui ont porté des projets innovants, chacun en fonction de sa spécialité, et on a récompensé en fait les meilleurs candidats. Donc le NIEF, beau, justement, franchement. oui, c'était très beau, très bien organisé. Il y a eu des retentissements même au sein de la diaspora algérienne établie à l'étranger, de très bons retours au sein des consulats de notre communauté établie à l'étranger. Et de ce fait, en fait, il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que lorsqu'on prime un apprenant avec une idée innovante, il faut l'accompagner à aller jusqu'au Tout bout à du fait. projet, avec des budgets étatiques, le cas échéant, ou privés. Et nous, le NIEF, on va essayer aussi d'assurer la promotion de nos élites à l'international, puisque l'Algérie s'inscrit dans une politique d'exportation. Et donc, on va essayer d'exporter justement ces process, ces innovations à l'étranger pour faire rentrer l'amla Saba, de la devise, en Algérie. Et dernier point, Reda, la formation continue est indispensable pour moi au sein des entreprises privées, parce qu'il ne faut pas se dire quand j'ai fini mes études universitaires ou quand j'ai fini mon programme de formation au sein de l'enseignement professionnel, et ben khlas, on apprend tous les jours, on apprend chaque année, et j'encourage les services du ministère de l'enseignement professionnel à actualiser les contenus une fois par an dans ce cadre de réunions pédagogiques pour faire évoluer les contenus et les mettre en adéquation avec le marché de l'emploi, avec le marché économique des entreprises sur le terrain. Le mot de la fin, très vite, Hind Benradem. Ben écoutez, on espère que toute cette synergie soit réellement mise sur le marché et puis voilà, que l'économie soit prospère grâce à la ressource humaine. On y croit en tout cas, on l'espère. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de Merci Service à toi, Public. Merci beaucoup à Hakim Ben Moussa derrière la vitre. Quant à toi qui m'écoutes et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à très vite.